Bonjour, je m'appelle Jérémy Guy, je suis infirmier anesthésiste au SAMU et créateur de la chaîne de vulgarisation médicale Les Minutes de Jérémy et co-créateur du podcast Dopamine. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et d'animer le podcast Vous d'abord, un podcast pensé et créé avec les pharmaciens Aprium, un réseau de 500 pharmacies à travers la France. Aujourd'hui, il sera question du zona, nous allons tout vous expliquer de cette maladie, les moyens pour s'en prévenir et notamment de la vaccination. J'ai à mes côtés deux invités, Dr Dima, qui est dermatologue à Paris. Oui, bonjour Jérémy. Bonjour. Comme tu l'as dit, je suis médecin dermatologue et je suis connue sous le nom de Dr Skin sur les réseaux. Je fais des vidéos d'information et de prévention auprès du grand public sur les maladies et les soins de la peau. Et nous avons également Constance Blanchard, qui est pharmacienne à Prium depuis 2014, d'abord à Méru dans l'Oise et maintenant à Gisors en Normandie. Exactement. Bonjour Jérémy. Bonjour. Donc, puisqu'on va parler dans cet épisode du zona, on va commencer par expliquer ce qu'est un petit peu cette maladie. Déjà, le zona, c'est un virus. Et après la guérison d'une varicelle, le virus varicelle zona, qu'on appelle varicella zoster virus, le VZV, reste endormi à la racine des nerfs dans des ganglions. Et il peut se réactiver des années plus tard et provoquer ce qu'on appelle un zona. La partie du corps qui est en généralement touchée, c'est le thorax, plutôt un hémicorps, ou au niveau de la hanche aussi, ce qu'on appelle une demi-ceinture. Et plus rarement, ça peut toucher le visage et c'est ce qu'on appelle un zona ophtalmique. Les symptômes du zona, c'est quoi ? Ça va commencer par une hypersensibilité, une sensation de brûlure au niveau de la peau qui va être très localisée. Au bout de quelques jours, 2 jours, il va y avoir l'apparition des petits boutons qui peuvent contenir un liquide clair qui vont ensuite se transformer en croûte et qui vont finir par tomber au bout de 10 jours. Et ce qui est vraiment embêtant, ça va être les douleurs qui vont persister pendant de nombreuses semaines après l'apparition de ces boutons, 3-4 semaines en moyenne. Est-ce que c'est une maladie fréquente et qui est le plus touché par le zona ? Oui, c'est une maladie qui est quand même plutôt fréquente. Alors, on va la voir plutôt à partir de 50 ans. On estime qu'il y a 5 à 10 cas à peu près pour 1000 personnes de plus de 60 ans par an. Donc, c'est quand même assez fréquent. Et on estime aussi que à peu près 20% des adultes auront au moins une fois un épisode de zona. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on peut observer assez régulièrement. Alors, souvent, on l'observe à partir de 50 ans, tout simplement parce qu'à partir de cet âge-là, on va avoir un système immunitaire qui va être de moins en moins performant et donc, on va avoir une fragilité. Le zona n'apparaît pas forcément chez tout le monde. Ça va apparaître soit parce qu'on a une fragilité, parce qu'on est soit un peu stressé, soit un peu fatigué, soit parce qu'on a une réelle immunodépression qui peut être induite par des médicaments comme des traitements anticancéreux ou alors des traitements pour des maladies inflammatoires ou parce qu'on a une maladie chronique qui peut aussi fragiliser le système immunitaire, comme par exemple le diabète. Et du coup, comment on peut reconnaître le zona ? Parce que je l'ai décrit très brièvement, mais je pense qu'on peut le faire de façon beaucoup plus détaillée. Alors, le zona, comme tu l'as très bien décrit tout à l'heure, commence souvent par une sorte de sensibilité sur une zone qu'on appelle le dermatome. C'est en fait une zone qui est innervée par des nerfs du système nerveux central. Et donc, c'est les nerfs qui vont donner cette sensation de toucher, de douleur, de vibration et de température. Et donc, une fois qu'on commence à avoir cette gêne, ces picotements, des démangeaisons sur cette zone, et très rapidement, on va avoir des plaques rouges sur lesquelles il va y avoir en fait des vésicules. Donc les vésicules, c'est des espèces de petites cloques avec un liquide transparent qui est chargé en virus. Et ensuite, ces cloques vont se percer, s'assécher et donner des croûtes. Et donc ce processus va prendre 2 à 3 semaines à peu près pour arriver à la guérison. Pendant cette période, les personnes souvent se plaignent d'avoir une douleur qui peut être vraiment très variable, mais souvent il y a ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire des douleurs avec des brûlures, des picotements, des sensations d'un peu de coups de poignard ou même voire des décharges électriques qui peuvent être très handicapantes, qui vont finir par s'en aller la plupart du temps. Et on peut avoir aussi une sensation d'engourdissement, de peau un peu cartonnée. Chez certaines personnes, quand le zona est étendu ou sur certaines zones, on peut aussi avoir une fatigue assez importante, voire même de la fièvre. On reparlera de cette douleur neuropathique qui est vraiment décrite comme horrible par les patients. On aura l'occasion d'en reparler. Constance, dans ta pharmacie à Prium, est-ce que tu as l'occasion d'avoir des patients qui viennent pour montrer des lésions et est-ce que tu les orientes dans ces cas-là ? Est-ce que tu as des exemples à nous donner de ce type de prise en charge ? Alors oui, tout à fait. Dans le cadre de mon exercice, j'exerce dans un désert médical. On a 7000 patients sur mon secteur qui n'ont pas de médecin traitant. C'est les chiffres de la sécurité sociale, c'est assez édifiant. Donc il est fréquent que les gens viennent nous voir dans les pharmacies Aprium pour avoir un avis médical, et notamment en matière de dermatologie. Pour ma part, j'ai eu un zona lorsque j'étais étudiante. On a également des membres de mon équipe qui en ont eu, soit personnellement ou dans leur entourage, ce qui fait qu'on est assez habitué à le reconnaître et à poser les bonnes questions. La semaine dernière, on a eu une patiente qui s'est présentée à l'officine avec des symptômes
qu'on envisageait être un zona ophtalmique. Donc, son médecin traitant n'étant pas disponible, on l'a mis en téléconsultation à l'officine. Le médecin a confirmé le diagnostic de zona ophtalmique et il a pu mettre en place le traitement antiviral. On en reparlera, mais il faut que le traitement antiviral soit instauré dans les 72 heures suivant le début de l'éruption. Donc là, on a vraiment eu une prise en charge rapide et efficace et ça évite, là, en plus, la patiente avait plus de 65 ans, qu'il y ait des complications type des douleurs post-ostériennes. Oui, donc le rôle des pharmacies est vraiment primordial dans justement la détection précoce de ce zona pour pouvoir débuter les actions. On ne peut pas faire de diagnostic, mais on va orienter les patients vers un médecin pour qu'il puisse les prendre en charge. Du coup, on a commencé à rapidement aborder le traitement avec les antiviraux. Dr Skin, est-ce que tu peux compléter avec les autres traitements qui sont recommandés du coup pour le zona? Alors, il y a des traitements qui sont antiviraux pour le zona qu'on va utiliser dans certains cas particuliers. Pour les personnes qui sont immunodéprimées, on va mettre systématiquement le traitement, mais aussi pour les personnes qui ont un zona qui va être étendu, très douloureux, ou alors un zona ophtalmique. Ça va être important d'introduire ce traitement assez rapidement parce que c'est ça qui va permettre de diminuer le risque d'avoir des douleurs post-zostériennes et de faire guérir assez rapidement le zona. Mais il y a des fois où, quand c'est un zona thoracique, par exemple, chez quelqu'un qui n'est pas immunodéprimé, on n'est pas obligé de mettre en place le traitement antiviral. En revanche, il y a certaines choses qu'on va pouvoir faire pour faire en sorte d'accompagner la cicatrisation des lésions, pour diminuer le risque d'avoir des cicatrices. Donc, on va par exemple nettoyer les lésions à l'eau et au savon. On n'est pas obligé forcément de les désinfecter. Et on va appliquer un corps gras pour accompagner cette cicatrisation, faire tomber les croûtes plus facilement. Donc, ça peut être par exemple en utilisant une crème cicatrisante. Ce qui va être vraiment important, c'est d'accompagner aussi la douleur, parce qu'on sait que plus on traite la douleur tôt, moins on a de risques en fait de développer des douleurs post-zostériennes. Les traitements antalgiques qu'on va mettre en place vont vraiment dépendre du type de douleur qu'on va avoir. Ça peut être des simples antalgiques comme du paracétamol, mais dans le cadre de douleurs neuropathiques, là on va mettre en place des traitements qui vont être adaptés aux douleurs neuropathiques. On a aussi certaines consignes qu'il faut donner aux patients, notamment ne pas se gratter, ne pas exposer les lésions au soleil, parce que c'est là où on va augmenter le risque d'avoir des cicatrices. Ok, donc si je résume, on a une triple prise en charge de la douleur symptomatique, curatif avec les antiviraux. Exactement. Et surtout dermato aussi. Oui. Pour traiter et éviter les cicatrices. On aura peut-être l'occasion d'en reparler après. D'autres conseils sur la prise en charge du zona en officine notamment? Tout à fait. Alors nous, on va intervenir une fois que le diagnostic aura été posé, lorsque le patient se présente avec son ordonnance dans une pharmacie Apriam. Donc on va conseiller un soin lavant, type cicaplast de chez La Roche-Posay, qui va être assainissant. Au stade des vésicules, on va mettre un soin asséchant transparent, par exemple le Cytelium de chez Aderma. Et enfin, pour favoriser la cicatrisation des croûtes, on va préconiser des crèmes type la Cicalfate de chez Aven, qui va contenir du cuivre et du zinc pour une action antiseptique et du sucralfate pour être cicatrisant et ainsi favoriser une bonne cicatrisation et éviter les surinfections bactériennes. On va préciser à nos patients de ne pas utiliser d'éosine, qui est un asséchant très courant, mais qui va colorer en rouge les lésions et ça va masquer les éventuelles surinfections bactériennes. C'est compliqué. Également, pas de talc qui peut occasionner une macération. Et bien souvent, les patients ont dans leur armoire à pharmacie des dermocorticoïdes. Et quand ça démange, on a envie de mettre un dermocorticoïde. Très mauvaise idée, ça va faire flamber l'éruption et il y a un risque majoré de complications cutanées. De même, tu parlais de la prise en charge de la douleur. Donc bien souvent, en première intention, c'est du paracétamol. Si les douleurs sont intenses, il peut y avoir des antalgiques de palier 2, voire 3. Mais on va à nouveau préciser à nos patients de ne surtout pas s'automédiquer, car les anti-inflammatoires sont contre-indiqués dans le zona, que ce soit l'ibuprofène ou l'aspirine. L'ibuprofène, ça peut occasionner des complications cutanées et l'aspirine, ça peut occasionner un syndrome assez rare qui s'appelle un syndrome de Rey qui est très dangereux. Donc, surtout pas d'automédication. Au stade des douleurs post-zostériennes, il existe un traitement spécifique qui s'appelle le Versatis. Ce sont des emplâtres de lidocaïne. Donc, on va bien préciser aux patients que le médecin va noter un emplâtre par jour, mais c'est maximum 12 heures par jour. Sinon, là, il peut y avoir des effets secondaires liés à ce traitement. Donc, ça va permettre de neutraliser le message douloureux qu'il y a avec les douleurs neuropathiques. D'accord. Et donc, du coup, en dehors du paracétamol pour les antidouleurs,
On peut aller jusqu'au palier 3 avec de la morphine sur de la prise en charge de douleur pour un zona. Ça peut, Ça il peut y a arriver des patients aussi, qui ont vraiment des douleurs très intenses. Après, on ne va pas utiliser d'antalgiques de palier 2 ou de palier 3 au stade des douleurs post-zostériennes parce que si ce n'est pas efficace, là, ça sera soit des traitements antidépresseurs ou des antiépileptiques qui sont vraiment spécifiques des douleurs neuropathiques. Des douleurs neuropathiques dont on oui, ça va parlait tout à être l'heure. beaucoup plus efficace et ça va mieux les cibler. Et puis surtout, voilà, encore une fois, un avis médical est très important si vraiment les douleurs sont très importantes, quoi. Oui, quitte aussi à si on a de la morphine ou tout à un fait. palier 2 chez soi, on ne va pas s'automédiquer avant d'avoir un avis Et à médical. consulter peut-être même aussi un médecin spécialisé dans la douleur quand Oui, on tombe sur exactement. justement sur des échecs de palier 1 et effectivement pour trouver le médicament qui est le plus adapté pour les douleurs neuropathiques, parce que là aussi on en reparlera, mais c'est vraiment les douleurs qui sont plus compliquées à prendre en charge sur le plan médicamenteux. Constance, tu as eu un zona, justement, tu m'as parlé un petit peu. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ces douleurs? Parce que je pense que pour des personnes qui n'ont pas eu de douleurs neuropathiques, c'est quasiment impossible d'imaginer ce que c'est. Donc, on va essayer de se plonger un peu dans ce que tu as pu ressentir. Alors, moi, j'ai fait un zona il y a une dizaine d'années lorsque j'étais étudiante. En fait, le stress des examens, la fatigue liée aux révisions, tout simplement. Et donc, j'ai d'abord eu des lésions, tu le disais, au niveau thoracique. Et après, j'ai été un peu transpercée, exactement la même lésion, mais au niveau dorsal. Et je me rappelle que je ne supportais pas le contact d'un vêtement avec ma lésion. J'étais obligée de porter des vêtements amples. Comme le disait Dima, normalement, il y a certains critères pour pouvoir avoir un traitement antiviral, mais là, devant l'intensité de mes symptômes et la proximité avec mes examens, le médecin m'avait mis en place un traitement antiviral, ce qui fait qu'en 15 jours à peu près, je n'avais plus de symptômes. Et aujourd'hui, tout va bien, je n'ai pas de douleur post-zostérienne. Ça a duré oui, deux grosses semaines de douleur, et après, le traitement antiviral a été efficace. Oui, tout à fait. Il avait été instauré dans les 72 heures. Parce que justement, on a respecté ce délai. Oui, en fait, j'avais pu, à l'époque, j'étais étudiante à Amiens, j'ai pu avoir un rendez-vous rapidement et on a pu attaquer le traitement rapidement. Là, c'est l'avantage d'être étudiant dans la santé, c'est qu'on est quand même un peu sensibilisé à ce genre de choses. Et toi, du coup, Dr Skin, ils disent quoi, tes patients? Ils te décrivent quoi comme sensation? Aussi ces brûlures, cet inconfort avec les vêtements? Sensation de brûlure, vraiment la peau devient très sensible. Le moindre, même le toucher peut devenir douloureux. Des sensations de picotement, des petits coups de couteau, des décharges électriques. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques. Donc généralement, c'est des douleurs qui vont durer le temps de l'épisode, donc 2-3 semaines. Mais après, si les douleurs perdurent au-delà de 90 jours après la guérison du zona, on parle de névralgie post-zostérienne. Et en fait, c'est prouvé, plus on va traiter tôt la douleur et le zona, moins on a de risques de développer ensuite les douleurs, ou alors moins on a de risques que les douleurs perdurent dans le temps. Alors, il y a quelque chose qu'on recommandait pas mal quand je travaillais à l'hôpital, c'est de faire de l'acupuncture, pareil, dans les 48-72 heures au début de l'épisode du zona, parce que beaucoup de patients se sentaient soulagés et ça réduisait beaucoup leurs douleurs justement liées au zona. Donc, c'est quelque chose qui va être assez intéressant à bien sûr faire avec un médecin qui est spécialisé dans la douleur et pas aller faire avec n'importe qui parce que y a quand même des risques qui sont liés à l'acupuncture. Donc, faut pas aller faire ça de façon sauvage. Oui, au coin de la rue. Oui. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et le fait d'introduire aussi des traitements antalgiques, plus ou moins le traitement antiviral selon la localisation, va permettre aussi de réduire ce risque de douleur post-zostérienne. Une question qui revient beaucoup, c'est est-ce que le zona est contagieux? Est-ce qu'il y a des mesures particulières à prendre pour éviter la contagion? Alors, il peut être contagieux, surtout quand on est au stade de vésicule, parce que là, ça contient énormément de virus. Et ce virus, qui peut être quand même très contagieux, il contient donc le VZV. Et ce VZV, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le virus aussi de la varicelle. Donc, quand on est en contact avec quelqu'un qui a un zona, mais qu'on n'a jamais eu la varicelle, on peut développer la varicelle. En revanche, si on a déjà fait la varicelle, on ne va pas faire un zona parce qu'on a été en contact avec quelqu'un qui a fait le zona. Et puis, autre chose aussi, généralement, les vésicules, elles restent contagieuses et on reste contagieux jusqu'à à peu près une semaine de la formation des croûtes. Je fais le parallèle, ça n'a pas forcément de rapport avec le sujet, mais ça me fait penser beaucoup à l'herpès, qui a la même façon de fonctionner, Exactement. qui peut ressurgir de cette manière. Le VZV fait partie justement de ce qu'on appelle du groupe herpès virus. Quand on parle d'herpès, on pense forcément au bouton de fièvre, mais en fait, il faut savoir aussi que l'herpès peut venir sur la peau et va venir toujours au même endroit. Donc parfois, ça peut être difficile de faire la différence entre les deux parce que les deux peuvent se présenter par des petites vésicules, donc des espèces de cloques avec un liquide transparent. C'est pour ça que l'analyse de la cinétique de l'apparition des lésions, mais aussi des autres symptômes qui sont associés
aux petites plaques qui vont apparaître va être importante parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir diriger le traitement aussi. Mais l'herpès peut aussi se présenter par des vésicules. C'est juste que forcément, les complications sont un peu moins importantes que dans le cadre du zona. Je pensais vraiment que c'était que sur les muqueuses, l'herpès. D'accord. On peut en avoir au niveau des lèvres, on peut en avoir aussi au niveau des parties intimes, Oui, mais on peut aussi avoir un herpès qui ressurgit toujours au même endroit au niveau de la peau. Alors souvent, quand on parle d'herpès, d'ailleurs l'herpès, il faut le savoir, il fait partie du même groupe que le VZV, c'est ce qu'on appelle les herpès virus. Et donc, ils vont se présenter un peu de la même manière. C'est juste que l'herpès va être un peu moins criant sur le plan des symptômes. On aura moins de douleurs. Souvent, c'est plutôt des vésicules qui sont, on parle en dermato, de regrouper en bouquets. Donc, c'est des petites vésicules. Voilà, c'est trop mignon. Beau. Donc, elles sont les unes à côté des autres. Et voilà, c'est beaucoup moins parlant en termes de symptômes. Le zona va être beaucoup plus criant et va être vraiment sur ce qu'on appelle le dermatome, sur un seul côté, alors que l'herpès, souvent, les lésions vont être plus regroupées. C'est pas toujours évident de faire la différence. La bonne nouvelle, c'est que quelque chose dont on n'a pas encore parlé dans les traitements, c'est qu'il existe un vaccin, parce que c'est pas un traitement, mais c'est de la prophylaxie. Rappel très rapide sur le fonctionnement des vaccins avant d'en parler un peu plus longuement. Le vaccin, ça permet du coup d'exposer un patient à un agent pathogène auquel il n'aurait pas été exposé, mais sans lui déclencher la maladie. Il y a plein de types de vaccins différents, des vaccins avec un pathogène inactivé, un pathogène qui va être, on va diminuer la force pour éviter de déclencher l'infection. Mais l'objectif du coup de vaccin, c'est d'exposer le système immunitaire à un micro-organisme pour qu'il puisse développer tranquillement les défenses sans justement avoir les effets négatifs. Et du coup, que l'organisme puisse avoir les armes pour pouvoir agir si un jour on rencontre justement le VSV et du coup pouvoir se défendre. C'est tout l'intérêt de la vaccination. Donc encore une fois, il existe plein de types de vaccins, mais le but final, c'est d'armer l'organisme sans déclencher la maladie pour qu'il puisse se défendre face à la maladie si un jour il est exposé. Les recommandations, elles ont changé fin 2024. Sur les recommandations vaccinales, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Alors, depuis le 1er décembre 2024, on a un nouveau vaccin pour la prévention du zona, un vaccin qui est très efficace. On est environ à 90% d'efficacité et c'est pour ça qu'il a été préféré à son prédécesseur qui n'avait que 48% d'efficacité. Donc là, l'intérêt de ce vaccin, c'est qu'il va pouvoir être remboursé par la sécurité sociale pour les patients âgés de plus de 65 ans et les patients immunodéprimés de plus de 18 ans. Donc c'est une liste non exhaustive. Par immunodéprimés, on va avoir les patients qui sont sous chimiothérapie, les patients greffés, les patients qui ont le VIH et aussi tous les patients qui sont immunodéprimés par des traitements, donc forcément les immunosuppresseurs, les biothérapies et la corticothérapie au long cours. C'est un vaccin qui va reposer sur l'injection de 2 doses à 2 mois d'intervalle à peu près. Au niveau effets secondaires à préciser aux patients, donc comme tout vaccin, il y a toujours la réaction au point d'injection. Mais du fait qu'il ait cette forte efficacité de 90%, il fait bien travailler le système immunitaire. Donc il est possible pendant 48-72 heures d'avoir des douleurs musculaires et de la fatigue. Donc ça, on prévient les patients. Et préciser du coup que c'est un vaccin inerte, donc justement l'agent pathogène n'est pas actif. C'est plus adapté pour les patients qui sont immunodéprimés. Du coup, le vaccin est adapté pour tout le monde. Exactement. Il y avait cette contre-indication chez l'immunodéprimés, donc c'était dommage. On pouvait le faire que chez les patients de plus de 65 ans. Alors que c'est eux qui en ont justement besoin. Exactement. Et qui risquent de plus faire le Exactement. Pourquoi on cible les plus de 65 ans en particulier? C'est parce que c'est l'âge médian à peu près de l'apparition du zona et c'est à ce moment-là souvent qu'on commence à avoir un système immunitaire un peu moins réactif, plus fragile et donc qu'on risque de développer ça. Et est-ce qu'il est recommandé dans d'autres cas? On en a parlé un petit peu, mais est-ce que tu peux développer un peu plus là-dessus? Oui, comme tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire des personnes qui sont immunodéprimées, soit à cause d'un traitement, que ce soit une chimiothérapie ou alors corticothérapie, biothérapie ou des traitements autres immunosuppresseurs pour des maladies inflammatoires. Ça va être intéressant de faire la vaccination avant de débuter le traitement. Comme ça, on garantit à la personne de ne pas faire un zona ou alors de le faire de façon vraiment très atténuée et de ne pas risquer les complications qui sont liées au zona, notamment quand il s'agit d'un zona ophtalmique où là, on a des risques quand même au niveau oculaire. Ça va être intéressant. Et puis, parfois, ce qui peut être intéressant aussi, c'est la vaccination quand on sait que dans notre entourage, on a quelqu'un qui est fragile, surtout s'il n'a pas fait la varicelle, par exemple, ou quelqu'un qui a un traitement immunosuppresseur. C'est pas mal d'être vacciné pour être sûr de ne pas transmettre le virus à cette personne-là. Beaucoup d'avantages liés à la vaccination et pourtant, encore une fois, en France, on a une couverture vaccinale qui est très faible pour le zona, moins de 2% en 2023. Alors,
Moi, j'ai ma petite idée sur la question, mais est-ce que vous avez des idées de pourquoi en France on a cette couverture vaccinale qui est si faible? En l'occurrence, pour le Zona, je pense qu'on avait un vaccin déjà qui n'était pas très efficace. Enfin, 49%, c'était pas très bon. Il ciblait pas les immunodéprimés qui sont la cible du Zona. Les médecins qui sont sensibilisés en parlent beaucoup à leurs patients de plus de 65 ans et à leurs patients immunodéprimés. Et puis, comme tu le disais, maintenant, on peut avoir les sages-femmes, les infirmiers, les médecins, les pharmaciens. Donc, il faut qu'on prenne tous part à l'effort pour essayer d'augmenter cette couverture vaccinale. Dans les pharmacies du réseau Aprium, on a un logiciel, une sorte d'intelligence artificielle qui nous permet, lorsqu'on insère la carte vitale du patient, d'extraire son profil. Il va analyser rapidement l'historique médicamenteux et il va me dire, avec un petit pop-up, votre patient a plus de 65 ans, pensez à le sensibiliser, la vaccination pour le Zona, pour le pneumocoque. Ça nous fait un outil supplémentaire pour sensibiliser les patients et évoquer le sujet avec eux. Mais je pense aussi que, comme les indications ont changé il n'y a pas longtemps, il y a énormément de personnes qui ne sont pas sensibilisées, que ce soit du côté des patients ou alors encore du côté des médecins. Et puis, il y a aussi cette frayeur de la vaccination depuis le Covid qui fait que, forcément, la couverture vaccinale fait un peu plus peur aujourd'hui. Ils nous disent « j'en ai déjà trop fait ». C'est ça. Oui, c'est ça. J'en ai déjà trop fait. Il y a une méconnaissance, ne serait-ce sur l'existence d'un vaccin. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui découvrent le Zona quand ils en sont atteints, mais qui ne savent pas qu'ils peuvent prévenir le Zona avec un vaccin. Oui. Donc, je trouve, après le Covid, je pense que vous le voyez aussi de votre côté, qu'il y a une frilosité par rapport au vaccin qui est beaucoup plus importante. Bon, déjà en France, de base, on est des mauvais élèves. Voilà, et ça se revoit sur même pour les vaccins obligatoires. Oui, voilà, déjà, il y a un problème. Encore moins. Voilà. Mais même sur les vaccins qui sont recommandés non obligatoires, que ce soit sur d'autres pathologies, on voit qu'on est en retard, par exemple, par rapport à d'autres pays comme l'Australie. On compare souvent à l'Australie. Donc, il y a aussi quelque chose de très français. Du coup, tu as précisé que c'était un vaccin inerte et pas vivant, atténué. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu la différence entre les deux pour les personnes qui écoutent? Alors oui, tout à fait. Donc, un vaccin inerte, donc c'est la majorité des vaccins. C'est un vaccin où on va utiliser un petit fragment du virus, qu'on va ajouter un adjuvant qui va renforcer la réponse du système immunitaire. Alors qu'un vaccin vivant, c'est un vaccin où on va utiliser la totalité du microbe. Évidemment, on va l'atténuer, mais sur un organisme qui est immunodéprimé, même ce virus atténué est susceptible de faire développer la maladie. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas mettre le Zostavax chez les patients immunodéprimés. Et maintenant qu'on a avec le Shingrix un vaccin inerte, on n'a plus de risque et on peut enfin vacciner nos patients immunodéprimés qui sont vraiment la cible de cette vaccination. Tu l'as dit, les pharmaciens, les sages-femmes et les infirmiers peuvent vacciner. Tu as parlé du système avec la carte vitale que je trouve super et que je connaissais pas du tout. Toi, du coup, tu parles spontanément du vaccin contre le Zona aux patients qui se présentent aux pharmacies Aprium? Alors, comme j'ai mon petit pop-up qui me fait le rappel, forcément, je me force à en parler systématiquement parce qu'on a vraiment un rôle à jouer pour augmenter la couverture vaccinale, surtout que, comme je vous le disais, je suis dans une zone où il n'y a pas beaucoup de médecins, donc il faut vraiment qu'on prenne part à l'effort. Donc, on va en parler systématiquement aux patients qui sont concernés. Mine de rien, en pharmacie, j'ai beaucoup de patients qui viennent pour récupérer leur traitement immunosuppresseur, leur biothérapie. Également, beaucoup de patients de 65 ans qui viennent chercher leur renouvellement d'ordonnance. Donc, on en parle, on ressasse. Alors, il y a des patients qui vont être sensibles au discours parce qu'ils connaissent la pathologie, ils l'ont eu personnellement ou un membre de leur entourage. S'ils ont eu un Zona, il faudra qu'on attende 1 an. L'intérêt de la vaccination en pharmacie, il va y avoir vraiment une fluidité du parcours de soins. Le patient vient avec son carnet de santé, on analyse le carnet de santé, on prescrit, on délivre et on injecte. Et ça évite qu'on nous ramène des vaccins périmés qui sont restés dans le frigo pendant 4 ans parce que à chaque fois que tu allais chez ton médecin, tu étais malade, donc on ne pouvait pas faire l'injection. Et également, très souvent, les ruptures de la chaîne du froid. On nous appelle régulièrement, j'ai laissé mon vaccin en dehors du frigo pendant 2 heures. Bon, là, c'est pas bien gênant, mais quand ça fait 3 jours que le vaccin n'est pas au frigo, c'est problématique. Et ça, c'est vraiment très fréquent. Oui, puis je pense que des fois, il y a aussi des patients qui vont dire qu'ils sont conservés au frigo et on ne sait pas vraiment. On va les considérer comme vaccinés donc dans la couverture vaccinale et qu'en fait, ça ne compte pas pour ça. Du coup, 2 petites remarques par rapport à ce que tu as dit. Je pense que c'est important de préciser que le Zona, c'est pas une maladie qu'on va forcément déclencher qu'une fois. Au contraire, on a dit que c'était un virus qui était dormant. Donc, on peut faire un épisode de Zona et en refaire un après. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de patients qui pensent qu'ils ont contracté le Zona, donc ils sont protégés, ils sont immunisés. Et du coup, ils vont plus faire de rechute alors que si, ils peuvent en faire
faire plusieurs dans leur vie et qui sont d'autant plus concernés par les vaccins. Je pense que c'est important de repréciser aussi. Et la deuxième chose, c'est que tu faisais de la sensibilisation auprès des patients justement sur la vaccination Zona. Qu'est-ce que tu dis aux patients qui te diraient justement j'ai déjà fait trop de vaccins, c'est pas bon, etc. Comment t'amènes cette chose? Alors c'est marrant parce que ça me fait penser à un patient de la semaine dernière. Donc il ne voulait pas faire son vaccin obligatoire diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, un patient de 75 ans. Et ça faisait 3 fois que son médecin généraliste lui en reparlait. Il vient à la pharmacie pour se faire vacciner pour ce vaccin. Et je lui dis, mais vous savez qu'il faut aussi vous faire vacciner pour le pneumocoque et le Zona. Et il me dit, ah, mais c'est pas possible, vous m'embêtez avec vos vaccins, c'est du vrai harcèlement. Et je lui dis, non, non, monsieur, c'est pas du harcèlement, c'est de la bienveillance. Votre médecin et moi-même, on est là pour prendre soin de votre santé et on a des vaccins efficaces qui vous permettent de contracter des maladies, par exemple le Zona qui peut être une maladie extrêmement douloureuse. Et on veut prendre soin de votre santé et c'est notre rôle d'acteur de santé publique. C'est toujours difficile pour les patients en fait d'imaginer ce que peut donner la pathologie tant qu'ils n'ont pas été touchés en fait. Comme ils savent pas ce que c'est, ils imaginent pas ce que c'est la douleur du Zona, ils se disent qu'est-ce qu'on vient m'embêter pour 2-3 boutons en fait que je pourrais avoir, alors qu'en réalité pas forcément, surtout à partir d'un certain âge. Il y a quelque chose d'assez préoccupant, c'est que dans 6 mois après avoir fait un Zona, il y a une augmentation assez significative de risque de faire un AVC. Il y a certaines personnes, c'est pas anodin. Enfin, voilà, ça peut avoir un véritable impact sur leur qualité de vie. C'est pas juste une petite pathologie cutanée. Puis, les douleurs post-ostériennes, les patients qui en ont, c'est de douleurs qui ont un impact considérable sur la qualité de vie avec des troubles du sommeil, des douleurs permanentes. Donc, non, on a un vaccin qui est efficace. On n'a plus d'excuses maintenant pour ne pas le faire. Oui, surtout que, comme tu dis, ça peut être des douleurs vraiment handicapantes. Oui, le mot, il est fort, c'est que ça peut vraiment... tu l'as décrit pendant les 2 semaines où tu as eu ces douleurs-là, où tu es obligé de t'habiller d'une certaine façon. Tout à fait. On se dit que les patients devraient être mieux informés, c'est aussi le but de ce podcast. Chose très importante, quand on a un premier épisode de Zona, c'est important de consulter son médecin pour qu'il fasse un bilan, pour voir s'il n'y a pas des problèmes justement de dépression immunitaire, des maladies, notamment le diabète ou autres, qui pourraient expliquer cette baisse de la fonction immunitaire. On ne trouve pas toujours quelque chose, mais c'est important quand même de faire un bilan. Oui, ça peut être un signe d'une immunodépression, tout à fait, et qu'il y a quelque chose d'autre qui est sous-jacent, effectivement. Dans mon cas, comme j'étais jeune, sans facteur de risque, on m'avait proposé un dépistage du VIH. Oui. Le VIH, parce que c'était un facteur de risque de Zona chez un adulte jeune. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, selon vous, pour sensibiliser encore plus ? Je pense, en tout cas, dans les cabinets médicaux, c'est d'en parler, en tout cas de le proposer et d'expliquer ce que c'est la vaccination et pourquoi elle est proposée à partir d'un certain âge ou dans certaines conditions. Maintenant, je pense que c'est surtout l'information, la prévention qui va faire quelque chose, qui va changer la donne. Par exemple, en tant que dermatologue, je vais forcément le proposer avant d'introduire une biothérapie ou un traitement immunosuppresseur, une corticothérapie dans le cadre d'une maladie inflammatoire chronique. Donc, ça va venir naturellement. Après, dans les réseaux de pharmacie, ça doit être peut-être différent. Tout à fait. On aborde le sujet de manière assez systématique et on essaye de mettre en place des campagnes de vaccination en fait en communiquant sur les comptoirs sur des pathologies, donc ça peut être le Zona, le pneumocoque, la coqueluche, et comme ça le patient lit un petit leaflet avec une petite information et c'est lui qui va ouvrir la discussion et comme ça il prend part à sa santé. La démarche ne vient pas seulement de nous mais aussi de lui, donc voilà, tous les moyens sont bons pour essayer de les faire se vacciner. Et est-ce que vous avez l'impression, de votre point de vue, donc dermatologue ou pharmacienne à Prium, que les autres professionnels de santé sont assez bien sensibilisés sur la prise en charge du Zona? Je pense aux médecins généralistes, par exemple. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont au courant, justement, des changements de recommandations sur la vaccination? Oui, logiquement, oui, parce qu'ils vont quand même avoir une population qui a un certain âge, surtout qu'aujourd'hui, l'espérance de vie augmente. Donc, pour le renouvellement de traitement, notamment, ça peut être proposé à ce moment-là. Je pense que oui, ils sont assez sensibilisés. Après, il y a aussi le fait que le patient prenne part à sa propre prise en charge thérapeutique qui va changer l'adhésion en fait, au carnet, au calendrier vaccinal. Pour conclure l'épisode, est-ce qu'on pourrait résumer un petit peu, prendre un petit take-home message sur la vaccination, les recommandations, vraiment en petits tips, en
3 phrases. Moi, c'est juste pour rappeler l'importance de voir et de consulter un professionnel de santé et de ne pas s'automédiquer. Parce qu'on a tous dans notre armoire à pharmacie un tube de crème et on pense toujours que les crèmes, c'est anodin. Mais vraiment, c'est hyper important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des tubes de corticoïdes dans leur pharmacie. Et c'est vraiment très important que quand on a une plaque, de ne pas se dire « Ah, bah c'est bon, je pense que c'est de l'eczéma, je vais mettre de la cortisone dessus. » Parce que justement, j'ai eu le cas d'une patiente d'une 60aine d'années qui a commencé à avoir des plaques et elle a un antécédent d'eczéma. Donc naturellement, elle s'est dirigée vers son armoire à pharmacie. Elle a pris son tube de corticoïdes et pendant plusieurs jours, elle appliquait cette crème à la cortisone, ce qui fait que quand elle est arrivée en consultation, son zona était vraiment très étendu. Et le pire, c'est que c'était un zona ophtalmique, donc c'était un zona sur un territoire bien précis et donc elle a eu des complications oculaires. Donc c'est vraiment très important de ne pas s'automédiquer. Pareil, de ne pas directement se diriger sur les anti-inflammatoires, d'avoir un avis médical, surtout quand on a l'impression que ces plaques qu'on a habituellement sont un peu différentes de ce qu'on voit. Parce que visuellement, ça ressemble à beaucoup de choses. C'est des vésicules. C'est ça, ça commence toujours par une plaque un peu rouge. Donc c'est pas toujours évident, ça peut gratter un petit peu comme un eczéma. Donc c'est pas toujours évident un zona. Même pour les professionnels, de le diagnostiquer, Exactement. je pense que c'est pas toujours évident. Mais c'est surtout ce qu'il faut encore une fois rappeler, c'est les sensations qui vont aller avec cette plaque, qui sont vraiment sensations de brûlure et de picotement qu'on va pas retrouver pour le coup dans d'autres pathologies dermatologiques et qui doivent faire allumer la petite alarme. Attention. Dès qu'on voit de toute façon s'il y a une plaque qui est vraiment d'un seul côté, qui commence à démanger et vraiment on n'a pas d'autre plaque ailleurs, on prend une petite pause, on va voir son médecin, on voit ce qui va être fait par la suite, mais on se dirige pas directement sur des traitements. Constance, la vaccination, en 3 phrases, si on devait faire un petit mémo dessus. La vaccination, elle est recommandée chez nos sujets âgés de plus de 65 ans, chez nos sujets immunodéprimés de plus de 18 ans. C'est un vaccin qui est efficace, qui est sûr, qui a peu d'effets secondaires. Donc faites-vous vacciner. Voilà, on arrive à la fin de notre épisode. Merci beaucoup à mes 2 invités, Dr Skin, dermatologue, et Constance Blanchard, pharmacienne à Prium. Votre pharmacien est là pour vous guider, vous conseiller, vous orienter vers le bon professionnel de santé. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que les pharmaciens peuvent aussi vous parler des autres vaccinations. N'hésitez pas à les questionner sur le sujet. Vous pouvez retrouver Vous d'abord en version vidéo sur la chaîne YouTube d'Aprium et en version podcast sur toutes les plateformes. Merci à Aprium d'avoir rendu possible ce podcast et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À très bientôt.